Écoutez, c'est le dernier panel aujourd'hui. Le dernier panel de cette session. Je ne sais pas si on est censé avoir un invité guest spécial de Silicon Valley, San Francisco. Par vidéo, il devrait arriver dans quelques secondes. Il va pas tarder à arriver, mais on va déjà commencer à présenter du coup tous nos intervenants. Donc, on va commencer tout de suite avec Carlos. Bienvenue. On est ravis de t'avoir avec nous. Tu es le CEO et le founder de Uncut. Uncut, du coup, qui aide les créateurs de contenu à valoriser leur communauté, justement, via du Web3. Tu vas nous en parler un peu plus, évidemment. Et puis, tu es à la tête d'une nouvelle initiative. Peut-être que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Ouais, en fait, c'est pas une nouvelle initiative, c'est la suite de Uncut qui fait qu'on s'est rendu compte que Uncut avait été envahi ces derniers mois par des artistes du monde de l'AI qui font des œuvres absolument spectaculaires à base d'intelligence artificielle. Hey, salut! Oula, je suis même en double maintenant. Et le voilà, on peut l'applaudir, ouais! Ah bah non, on le voit plus. Ah bah non, j'ai dit. T'as caché la caméra, non mais. Ah, il y a une sorte de bug. Il y a un petit bug. Voilà, ça y est. Le voilà. Plus rien. Ouais, donc tu nous disais. Ce qu'on a remarqué, c'est que depuis quelques mois, la plateforme est envahie par des artistes du monde de l'intelligence artificielle qui font du generative art avec des œuvres absolument incroyables. Et on est très content de ça parce que je vois, et on va en parler, j'en suis certain, une conjonction évidente entre le monde de la blockchain et le monde de l'intelligence artificielle. Je lisais la semaine dernière un article qui disait que l'intelligence artificielle était communiste et que la blockchain était libertarienne. Je trouvais ça très, très intéressant parce que c'est vrai que l'intelligence artificielle est aujourd'hui sur des plateformes ultra centralisées. Et je pense que ces artistes qui viennent sur Uncut, ils viennent sortir leur œuvre de ces plateformes centralisées pour les décentraliser et reprendre le contrôle sur ces œuvres et utiliser Uncut pour distribuer, monétiser comme ils l'entendent et surtout créer une communauté qui leur appartient autour de ces œuvres digitales. Eh ben, écoute, on va revenir là-dessus. En tout cas, ça a l'air intéressant. Et merci d'être avec nous en duplex, du coup. Ouais. Et pour continuer nos intros, eh bien, du coup, sur ma droite, on a Jacques Lalo, donc fondateur j'allais dire de Pirate Labs, mais fondateur, donc, enfin, Chief Design Officer à Lézard House, donc qui est à la fois un espace physique et aussi un studio finalement qui accompagne différents artistes sur des drops assez originaux, souvent qui mélangent le physique et le virtuel. Tu peux nous en dire un peu plus ? Ah pardon. Alors Lézard House, c'est un projet, c'est un incubateur pour artistes, pour créateurs. L'idée derrière ce projet, ce studio, c'est d'explorer en quoi la technologie peut être mise au service d'un processus créatif. Pourquoi ? Pour que les artistes puissent renouveler l'art. Bien évidemment, on peut pas être développeur, créateur, ingénieur, et du coup, ils ont besoin d'un cadre pour pouvoir faire soit une transition vers le monde du Web3, soit ils sont déjà du Web3, ils ont besoin de soutien technologique pour en fait créer le projet de leur rêve. Donc voilà, c'est à ça qu'on sert. Ensuite, on va, grâce à une galerie physique à Barcelone, les exposer et leur permettre de faire un tour en Europe dans des NFC, par exemple, NFT Paris, etc. etc. Voilà. Super, merci Jacques. Et pour enchaîner, donc, on a Lucie-Éléonore Rivron, donc, fondatrice de la Maison Fauve et CEO de la NFT Factory, qui a l'air d'être un très bon projet. Superbe projet.
soutenu par 128 cofondateurs et cofondatrices, dont le président est à ma gauche, et qui prend la forme d'un lieu physique, juste en face du Centre Pompidou à Paris, où on organise à la fois des expositions, beaucoup d'événements, et qui a pour triple objectif de d'abord faire connaître les NFT au grand public, parce qu'on le sait toutes et tous, il y a encore de la marge avant l'adoption de masse, qui a aussi pour objectif de rassembler la communauté. On organise beaucoup d'événements, et puis qui a comme troisième objectif de contribuer à consolider l'écosystème Web3 en France, qui passe notamment par l'accompagnement de grands groupes à entrer dans le Web3. Voilà ce qu'on fait à la NFT Factory. Ça a l'air très bien. Ça a l'air extraordinaire. Et j'en profite, c'est la minute promo et puis j'ai le micro, pour 3 choses. La première, c'est qu'on est en train de finaliser une exposition sur l'histoire du crypto-art qu'on va exposer à la NFT Factory à partir de la fin de semaine et puis surtout au mois de septembre. Ensuite, on aura un solo show de Shavon Wang, qui est une artiste crypto qui fait de la 3D. Enfin, c'est assez extraordinaire, avec des œuvres exclusives en vente. Et troisième chose, c'est notre partenariat avec Uncut. Ouais. Suite à une rencontre avec Carlos autour d'un très bon café il n'y a pas très longtemps. Et nous exposons ici même dans la Dark Room à NFT Biarritz en exclusivité les œuvres qui ont été réalisées pendant la première session de la résidence, du bootcamp organisé par Uncut. Voilà, on est très contents et contentes de cette première collab. Alors, on va pouvoir sauter là-dessus aussi, ça m'intéresse évidemment, mais avant ça, on a Gaël Gao avec nous aussi, fondateur du coup de Waldos Legend, qui est aussi artiste. Tu peux nous expliquer du coup ce qu'est Waldos Legend ? Oui, bien sûr. Bonjour à tous, déjà. C'est la première fois que je fais un panel, donc très honoré avec Eleanor, Paul et John. Jacques, pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'ai créé Waldos Legend, qui est un projet NFT, mais avant tout, c'est d'abord en tant qu'artiste là que je m'exprime. Et c'est très important, je pense, d'avoir le micro aujourd'hui, de pouvoir exprimer cette position d'artiste IRL qui est passé dans le digital et qui a surtout vu des opportunités aussi bien dans l'entrepreneuriat que dans l'art se développer, qu'on ne retrouve pas forcément dans l'IRL. Voilà. Donc, D'accord, très bien. Et donc Waldos Legend aussi, qui est une communauté autour du CBD oui, et c'est ça, du Web3. Oui, c'est ça, entre autres. En fait, initialement, j'ai d'abord découvert le crypto-art en voulant rentrer par la voie artistique, pleinement, puisque je créais des œuvres d'abord dans mon atelier, avec la peinture à l'huile, l'encre de Chine, etc. Puis j'ai vite découvert le médium digital. Donc c'est tout de suite une nouvelle forme d'expression qui permet de se libérer d'abord peut-être des fois des contraintes qu'on se donne nous-mêmes en tant qu'artistes en physique. Et à partir de là, j'ai très vite, rapidement trouvé des opportunités aussi de travailler en collaboration avec des projets, particulièrement des projets NFT, du coup, sur la direction artistique en premier lieu. Puis j'ai décidé de créer mon propre projet, NFT, qui est Waldos Legend, mais c'est pas le sujet de la conférence. Mais t'as le micro. Ouais. Très bien. Non, mais très bien. Donc, mais pour résumer, en effet, vous pouvez aller sur le site et ces NFT permettent d'accéder à un club qui va donner des accès, soit à la boutique physique qui est à Montpellier, soit ou sur le shop en ligne. Ou sur le shop en ligne. Très bien. Voilà. Après, ce qui est vraiment important, je pense que c'est ce qu'on discutait hier ensemble. En tant qu'artiste physique, on a notre propre style, notre propre vision qu'on expose aux gens, qui nous colle un petit peu à la peau. Et lorsqu'on devient finalement ouvert sur le monde des NFT, on a cette capacité aussi à retomber dans cette espèce d'anonymat, on repart un peu à zéro, et ça nous permet aussi de créer de nouvelles choses de manière vraiment anonyme, et vraiment de se lâcher
Alors c'est intéressant parce que c'est vrai que c'est un peu un point sur lequel on peut commencer du coup notre discussion aussi. C'est un peu justement, finalement c'est vrai que vous êtes tous plus ou moins connectés justement avec le monde des artistes dits traditionnels. Et c'est vrai que c'est cette question un petit peu il y a une vague, une révolution artistique qui est arrivée sur des artistes digital natives plutôt, donc qui travaillaient le digital et qui ont surfé cette vague du NFT. Alors beaucoup d'artistes digitaux l'ont pas encore surfé d'ailleurs, mais du coup, donc c'est vrai que la question, c'est intéressant ce que tu es en train d'expliquer, c'est que déjà toi, donc tu étais un artiste traditionnel qui travaille la matière et tu as été attiré par cet univers et tu as vu une forme d'échappatoire pour créer une forme de nouveau pseudonyme et donc un nouvel univers artistique parce que finalement, dans ton univers artistique traditionnel, tu étais enfermé dans ton personnage, quoi, c'est ça? Ouais, c'est exactement ça. On se sent finalement, enfin, on se cloisonne un petit peu, surtout lorsqu'on travaille avec des collectionneurs ou des galeries qui ont l'habitude de voir un certain style, de voir en train de développer. Voilà, moi, je travaille beaucoup le noir et blanc, par exemple, la matière, et j'ai envie des fois de m'exprimer autrement. Voilà, moi, je suis un enfant des années 80, 90, donc j'aime aussi faire du manga, j'aime aussi faire d'autres formes d'art. Et c'est justement via les NFT que j'ai réussi en fait à pouvoir faire ça sans trop m'exposer, voilà, et d'être beaucoup plus libre. Voilà, et trouver du coup des nouveaux collectionneurs, avoir une nouvelle, un nouvel univers, t'exprimer différemment, quoi. Oui, alors en plus, surtout, vu qu'on est dans le digital, dans le numérique, les communautés sont beaucoup plus larges, beaucoup plus internationales. Voilà, moi je suis un artiste entre guillemets de province qui vient de Montpellier, donc voilà, on monte rarement sur Paris, par exemple. Donc c'est un travail qui est plutôt local, très géographique. Et en fait, le NFT, ça a brisé tout de suite ces barrières-là, quoi. Je me suis retrouvé à... Bien sûr. Il y a des Américains. Monsieur Lemaire, une question, ouais. Ouais. Pourquoi tu t'es pas mis à créer des œuvres numériques avant les NFT? Est-ce que c'est la possibilité, grâce aux NFT, de pouvoir vendre de l'art numérique qui a fait que tu t'y es mis? Oui, en fait, même initialement, j'avais pas totalement compris tous les concepts. Hein. On apprend sur le temps, en fait, quand on découvre ça. J'ai d'abord photographié des œuvres. Ça, c'est mal. Oui, tout à fait. J'ai photographié mes propres œuvres, en tout cas, pour les... Au début, moi, je pensais que c'était un concept d'ancrer l'œuvre que j'ai réalisée physiquement sur la blockchain. Voilà. Et je me suis dit, bon, bah, ça a l'air de fonctionner, c'est pas mal. Et puis surtout, on peut présenter l'œuvre avec ce principe de jeton non fongible à n'importe quelle personne dans le monde qui va y avoir accès, en tout cas, et qui va pouvoir l'acquérir. Et d'ailleurs, il me semblait que j'ai rejoint des communautés francophones d'abord, qui étaient ouvertes sur différents sujets, hein, que ce soit la crypto, les NFT en général, l'art. Et j'ai exposé, mais vraiment de manière très simple, hein, dans un general chat d'un Discord, j'ai imité ça. C'est une œuvre que j'ai en physique à la maison. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Et là, tout de suite, peut-être au bout d'une dizaine d'heures, un collectionneur qui passait par là, je ne sais même pas forcément c'est qui a dit « Ah, moi ça me plaît », il allait cliquer sur le lien OpenSea et il l'a acquéri. Et c'est la première fois que j'ai obtenu des Ethers, en fait. Voilà, c'est vraiment la première fois. Ouais. Donc il a acheté ton œuvre, il a acheté ton œuvre ou la copie digitale. Oui, c'est finalement une copie digitale. Dans ce cadre-là. Et là, tu t'as fait réaliser qu'il se passait quelque chose, quoi, tout simplement. C'est le lien direct, en fait, avec le spectateur, quoi, avec celui qui ressent l'œuvre. Maintenant, je comprends mieux avec le temps qu'il y a des mécaniques qui doivent se mettre en place. Il vaut mieux structurer la chose, peut-être présenter la chose. Il y a quand même toujours cet esprit. Juste un truc avec le recul, maintenant, justement, peut-être que tu trouves ça... tu ferais plus forcément justement le mint de photographie d'œuvres physiques. Non, ça c'était la facilité. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert le crypto art, je n'avais pas de médium, j'avais pas de tablette graphique. Je travaillais toujours en fait dans l'atelier avec des toiles, avec du papier, avec des pinceaux que je nettoyais, etc.
Et je crois que c'est peut-être 2-3 mois plus tard, j'ai investi donc, du coup, dans une tablette graphique. Et là, on redécouvre tout, on réapprend. Alors, pas à dessiner, mais à maîtriser les médiums, quoi. Voilà. Oui, donc ouais, ça t'a lancé, t'as découvert de nouveaux outils, quoi. C'est exactement ça. Ouais, c'est Oui. ça, tout à fait. Alors, du coup, on a pas mal commencé à échanger. C'est intéressant ce parcours parce que c'est quand même aussi, un parcours que pas mal d'artistes initient étape par étape. Et du coup, on voit ton style aussi qui est complètement différent aujourd'hui. Là, par exemple, si vous regardez le site de Waldos Legend que tu as toi-même fait, c'est pour le coup, c'est très très loin de ce que je fais normalement en physique. Voilà, c'est assez doodlesque, un peu psychédélique, c'est différent. Et donc du coup, je voulais du coup profiter pour poser la question aussi à Carlos. Tu as introduit du coup aussi tu as lancé en fait cette résidence. Alors ça a commencé avec, si je comprends bien, du coup des artistes plutôt dans le monde de l'AI. Qu'est-ce que vous faites qu'est-ce que vous faites exactement avec comment ça c'est quoi une résidence en fait justement avec Uncut? En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est un peu ce qu'explique l'artiste qui est avec vous, quoi, c'est que en fait, beaucoup des artistes ne comprennent rien ou ne savent pas grand-chose de ce monde du Web3, de la blockchain. Nous, on a lancé cette résidence d'artistes où quelque part on a dit, d'abord on a explicitement dit que nous on reconnaissait que l'art génératif était une forme d'art à part entière et que la blockchain était là pour servir en fait ces artistes-là. Et on a vu arriver tout un tas d'artistes de ce monde du generative art, qui étaient des gens qui étaient sur Midjourney, qui commençaient à jouer avec des DALL-E, des Stable Diffusion, des Midjourney, des choses comme ça, s'inscrire à cette résidence. Mais avant tout parce qu'ils ne savaient pas véritablement comment est-ce que la blockchain pouvait les aider. Et je sais que ça fait un bout de temps, et John, toi aussi, qu'on dit qu'on n'en est qu'au début, mais ça fait longtemps qu'on dit qu'on n'est qu'au début, mais c'est vrai quand on parle avec les gens et Léonore, je pense qu'elle dira la même chose, elle le voit à NFT Factory, on se rend compte que peu de gens comprennent la portée, parce que le paradigme, le changement de paradigme est tel qu'il est difficile à appréhender. Je pense qu'on vit dans des sociétés où le monde de l'art a été installé de façon un petit peu définitive, avec des acteurs, des galeries, un mode de commercialisation, de création, même un processus de création de l'art qui est très traditionnel. Donc on a voulu créer cette résidence pour d'abord s'approcher des artistes, comprendre et leur donner des outils. Donc on a mené cette résidence toutes les semaines, tous les lundis. On fait venir des experts, que ce soit des experts du monde de l'AI, des experts du monde de la blockchain. Et on a un groupe, on a 38 artistes qui se sont inscrits à cette résidence, qui suivent en fait ces bootcamps et qui découvrent de nouveaux outils, qui découvrent bien évidemment la plateforme Uncut, mais aussi le monde de la blockchain et comment est-ce que ce monde de la blockchain peut aider. Et moi, je suis frappé par à la fois cette envie de découvrir ce monde-là, mais aussi effectivement, malgré tout le travail d'évangélisation qu'on peut faire, combien les artistes sont encore pollués, intoxiqués finalement par un monde de l'art ultra traditionnaliste qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être, quoi, en fait. C'est-à-dire que les artistes peuvent... moi, je pense que ce que j'ai entendu je me rappelle plus du prénom de qui vient de parler. Excuse-moi. Gaël. Je pense qu'il y a un mot qui est super intéressant dans ce qu'il disait, c'est la liberté. C'est cette liberté d'abord même sur le plan de la création, c'est-à-dire cette liberté d'identité. On l'a vu, nous, tout le travail qu'on a fait avec ce premier bootcamp, c'est justement autour de la notion de digital identity et de permettre aux artistes de créer des avatars, ce qui est rien de nouveau. Hein. Moi, je suis un musicien et regardez David Bowie. David Bowie a eu 27 avatars au cours de sa carrière et il a fait 27 types de musique et il a été ultra créatif parce qu'il a pu se plonger dans ces différentes identités qui lui ont permis de créer des choses
tout à fait génial. Et je pense que les artistes comprennent que le monde du digital leur permet de faire ça. On essaye de les accompagner et d'apprendre. Nous, on apprend autant qu'eux. On fait juste venir des experts pour leur parler. Et je crois qu'on parlera avec un de nos artistes qui a gagné le concours avec NFT Factory et NFT Biarritz. Et il parlera de son rapport justement à cette identité digitale. D'accord, très bien. Donc c'est intéressant. Là. Enfin, tu confirmes un peu ce que Gaël a amorcé aussi, c'est cette notion d'identité, la possibilité de se renouveler, puisque finalement tu sors du carcan de l'exposition de la galerie qui va se dire attends, là on a jusqu'à présent dans le catalogue on avait tout comme ça et si on a quelque chose de différent ça colle pas. Oui, c'est exactement ça. Ouais. Mais en effet, peut-être que dans la perception des collectionneurs, et le web permettrait de s'abstraire un petit peu de ça. À chaque fois, on voit des artistes d'ailleurs qui créent des nouveaux projets qui sont pas forcément. Alors certains. Enfin, je pense que de manière générale, on a quand même besoin d'une forme de cohérence artistique, non ? En tant que. Enfin, je veux dire, ok, tu as peut-être des périodes roses, bleues ou arc-en-ciel, mais en tant que collectionneur, tu peux être décontenancé aussi, non ? Je sais pas, Lucie Léonard. Oui, justement, je voulais parler du côté collectionneur et collectionneuse, parce qu'effectivement, on n'a pas approuvé pour les artistes ce que le Web3 vient amener. Je voudrais juste faire un petit aparté avant de parler de ça sur pourquoi je t'ai tout de suite dit « Ah, c'est mal d'avoir minté une photo de ton œuvre ». Et ça rejoint un peu ce que disait Samuel dans le talk juste avant, qui était passionnant. C'est que faire ça, alors évidemment c'est une manière de commencer, mais c'est un peu comme si à l'apparition de la photographie, les artistes s'étaient dit « Waouh, ok, je veux faire de la photo, ça a l'air génial ce nouveau médium, du coup je vais photographier mes tableaux. Et je vais vendre des photos de mes tableaux. » Bon, on comprend que ça a un intérêt limité. Alors que peut-être qu'ils ont commencé comme ça, et puis après ils se sont dit waouh, mais en fait avec l'appareil photo, mais je peux faire des trucs dingues, je peux aller créer des œuvres que je ne pourrais pas créer, enfin raconter des choses que je ne pourrais pas créer avec mes pinceaux. Un peu comme les impressionnistes, quand le tube, quand les pigments étaient transportables grâce à l'invention du tube, bah, ils ont pu aller peindre des couchers de soleil qu'ils ne pouvaient pas peindre avant. Bien sûr. Donc tout ça fait que c'est hyper intéressant que les artistes s'emparent de ces nouveaux médiums et de tout ce que le NFT peut apporter. Alors encore une fois, le NFT n'a pas créé l'art numérique, mais on l'a vu juste avant, le NFT, la blockchain, les smart contracts, tout l'imaginaire et communautaire et du Web3 en général vient donner des possibilités créatives qui n'existaient pas avant. Et c'est ça, je trouve, qui est passionnant pour les artistes. Après, du côté collectionneur et collectionneuse, moi, je suis persuadée qu'on a encore besoin d'intermédiaires et que, certes, c'est fabuleux de pouvoir acheter en direct aux artistes, ça donne effectivement une liberté incroyable, mais quand on se place du point de vue du collectionneur ou de la collectionneuse, qui achète de l'art contemporain, qui a l'habitude d'aller en galerie, etc., moi, j'en ai plein qui viennent me voir et qui me disent « ça a l'air génial ce que tu fais, mais par où je commence ?» En fait, comment je fais pour forger mon goût, pour savoir quel artiste acheter, pour savoir comment acheter, etc. Eh bien, alors, tu te crées un wallet, etc. Après, tu vas sur OpenSea. Alors, tu peux commencer par super rare parce que c'est curaté, etc. Mais alors, quand ils voient les prix... le chemin est très long encore quand tu n'as jamais collectionné d'art crypto pour acheter un NFT. Et donc, je pense que les intermédiaires ne vont pas disparaître, que leur rôle doit changer, qu'on le voit à la NFT Factory, on fait des expositions physiques et tu as des artistes qui n'ont pas besoin de lieux physiques pour vendre, qui vendent très bien sur Super Rare, etc., qui sont quand même super excités d'avoir une expo physique. Parce que ça donne une forme de validation par l'institution, ça donne une forme d'entrée finale, de légitimation de l'artiste, quelque part. D'ailleurs, tu me l'as dit hier, tu m'as dit j'adorerais finalement être exposé à la Factory, etc. Ouais, bien sûr, n'importe quel endroit où il y a plus de visibilité. Ouais. Voilà, alors... Après, juste je rebondis sur une chose, c'est que quand j'ai expliqué le process, effectivement, prendre une photo, en fait c'est... excitation d'enfant, quoi. Enfin, on découvre un nouveau jouet, enfin un nouveau truc, quoi. Oui, mais bien sûr. Non, mais et puis ça fait partie de l'expérience. Et puis après, en plus de ça, il y a quand même, enfin, il y a des NFT qui sont des photos de peinture et
qui sont baqués sur du physique, Et par exemple. ou même des artistes, alors qui partent sur une base de peinture, qui vont peut-être la retravailler derrière et qui font des choses intéressantes Qui aussi. interviennent avec Oui. un outil numérique. Enfin, je pense à Bien sûr. Miss Al Simpson qui fait des trucs incroyables. Ça commence par de la peinture. Hein, donc, Ouais, donc ça peut être. Norman Enfin, en tout cas, Herman. c'est un. Mais je rejoins ce que disait Éléonore, hein, bien sûr. Là, ce que j'expliquais, c'était vraiment ce petit process un peu. Nous, on trouve ça un peu magique, les artistes. On se dit, il y a un rapport direct, un nouveau outil. On n'oublie pas que les artistes, ils ont envie de manger, de vivre, quoi, surtout. Bien sûr. Voilà. Donc, c'était juste cette parenthèse-là par rapport à mon expérience. Mais après, tout de suite, voilà, j'ai dit, oui, effectivement, il me faut un médium digital. Il faut que je crée ma propre identité. Pas forcément ce que j'ai déjà fait justement en physique. Justement, essayer de trouver, de m'exprimer autrement. En plus, ça faisait du bien, quoi. Au lieu de toujours de faire du noir, du blanc, de la peinture d'histoire que je faisais, etc. Tu continues à faire du noir, du blanc, de la peinture. Oui, d'histoire je le fais aussi. Mais c'est des phases aussi. C'est des périodes un petit peu. Voilà. Et on a besoin des fois de faire des choses qui... voilà, quand je fais du Wildest Legend, ça me libère. Je mets de la couleur très flashy, etc. C'est vraiment aux antipodes de ce que je fais en physique. Et en physique, je ne me sens pas de le faire. Oui, en noir et blanc, je suis à l'aise. J'arrive bien à faire le trait, à poser les peintures, tu vois, les teintes, etc. Et en digital, et l'outil, il est fantastique, l'outil digital. Je peux faire des gifs, je peux faire des trucs en mouvement. Enfin, c'est incroyable. Mais je suis un... Tu peux ajouter du code, tu peux faire des mécaniques, tu peux faire de la gamification, tu peux faire mais il y a plein beaucoup de d'autres choses choses. à apprendre. Les artistes, tout le temps, on apprend. Même si, voilà, je me dis, je sais dessiner, par exemple. Mais on prend l'exemple, comme tu as dit, les Picasso, les choses là. Toute une vie, c'est un apprentissage. Et je pense que dans l'art NFT, les crypto-art, pardon. Vas-y. L'art NFT, qu'il ne faut pas dire, c'est pas exactement le bon terme, j'ai appris ça avec Éléonore hier. C'est mon point de vue. Hein. Voilà. Oui, Alors, non, mais pour j'ai compris. ceux qui ne connaissent pas mon point de vue sur le fait que j'aime pas parler de art NFT parce que dans la majeure partie des cas, le NFT, c'est un outil de commercialisation d'une œuvre numérique. Alors évidemment, parfois ça entre en jeu dans le process même de la vente et de la création de l'œuvre. Je pense à Pâques évidemment, mais à plein d'autres artistes. Mais moi je préfère parler de crypto-art pour englober tout ça, qui pour moi est un courant de l'art numérique et qui englobe justement vraiment toutes ces œuvres créées en lien avec la blockchain, les smart contracts, etc. Oui, mais c'est pour ça que tu terminais hier en disant, effectivement, c'est un problème d'éducation. Même pour les artistes, pour nous, on a besoin de s'éduquer. Alors sur les juste, termes, on va revenir sur l'éducation. Juste du coup, toi, Jacques, de votre côté aussi sur les Art Earths. Alors, vos collectionneurs, c'est plutôt des collectionneurs déjà quand même qui viennent du Web 3 aussi, non ? Alors nos collectionneurs, ils vont vraiment être du marché de l'art tradi et du marché Web 3. Nous, notre vision de l'art, c'est on fait pas vraiment. Évidemment, il y a une rupture entre l'art traditionnel et l'art digital. Bien évidemment, comme tu l'avais noté avant, l'art digital remonte aux années 60, sauf que la valeur perçue était très faible étant donné qu'on pouvait le copier, jusqu'à l'avènement des NFT qui t'a permis, Gaël, de justement explorer des nouveaux horizons. Nous, l'art, pour nous, on se pose souvent la question de comment apprécier une œuvre d'art. Et donc, il faut une métrique. Est-ce que c'est les émotions que ça transmet ? Est-ce que c'est le temps passé ? Est-ce que c'est le prix du médium ? Il y a plusieurs manières d'évaluer la valeur d'une œuvre d'art. Nous, aujourd'hui, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a vécu une rupture trop rapide. Donc l'art digital ne valait rien jusqu'au NFT et à cette propriété, donc ces actifs. Donc le jour où il y a eu les NFT, les artistes digitaux pouvaient commercialiser leur création. Sauf que personne n'était prêt à utiliser ces nouvelles technologies pour commercialiser. Et il y a eu des personnes qui sont devenues artistes avec les NFT, qui n'étaient pas artistes avant. Donc pour moi, il y a vraiment plein de cas de figure. Il y a des personnes qui sont allées vers les NFT juste parce qu'ils entendaient qu'on pouvait vendre 100 000 € une œuvre. Ils n'étaient pas artistes, mais ils se sont dit voilà. Et aujourd'hui, nous, on essaie de réfléchir on essaie d'accompagner les artistes de manière à ce que leur processus créatif ait de la valeur, que ce ne soit pas juste surfer sur la vague des NFT, faire en sorte que derrière,
l'utilisation, leur présenter des nouveaux outils, leur mettre à disposition des équipes pour communiquer autour de leurs œuvres. Ce qui est exceptionnel, selon moi, je ne sais pas, dans la salle, est-ce que quelqu'un a déjà acheté une œuvre d'art physique, une peinture? Ok, donc là, on est déjà, c'est un bon ratio. Aujourd'hui... Moi, mais j'avais pas acheté de peinture avant de m'être mis à collectionner des NFT. Voilà, ça peut être aussi dans ce sens-là, l'attrait vers là. Aujourd'hui, les NFT vont vraiment permettre de démocratiser l'art et aussi de sensibiliser à où va son argent. On le sait, quand on paye une œuvre d'art dans une galerie, il y a 50% qui va à la galerie pour payer les murs. C'est dommage. Aujourd'hui, quand on achète un NFT et qu'on s'est renseigné derrière si c'est vraiment une équipe sérieuse, on sait qu'on finance un projet qui a un sens. Et donc nous, on va éduquer les artistes et les collectionneurs à acheter ou produire des œuvres qui ont de la valeur. C'est un peu réducteur sur le travail d'un galeriste, parce que le travail d'un galeriste traditionnel, et je pense que c'est aussi une partie du travail des futurs galeristes qui accompagneront les artistes, c'est aussi d'accompagner l'artiste, de le soutenir financièrement, de l'accompagner à la production, et j'ai l'impression que c'est ce que vous faites, l'accompagner à la production, de l'accompagner dans son processus créatif, d'être là dans les moments de doute, etc. Donc c'est pas juste payer les murs. Tout à fait, mais là, faire la promotion, rendre visible, et ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est permettre des portes d'entrée à des collectionneurs et des collectionneuses face à l'offre quasi infinie. Oui, mais là, ce que tu mais ça, Éléonore, c'est les 30% supplémentaires. Les 50%, c'est les murs, plus il y a 30% pour faire le travail que tu es en train de dire. Et à l'artiste, il lui reste plus que 10 ou 20%. C'est ça. Et aussi, je pense que... Tu as des bons amis galeristes, Carlos. Non, mais ce que tu décris aussi, c'est les galeries qui font très bien leur travail. Moi, j'ai été confronté à des artistes qui sont allés dans des galeries. Ils ont même payé pour être exposés pendant 2 semaines. Oui, mais ça, c'est la place des Vosges. Pas seulement. Ça, c'est partout. À Londres... À Berlin, il y a des artistes, il y a des galeries qui eux, c'est un business. C'est-à-dire qu'il faut faire de l'argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous, dans notre société, donc les arts, on a une activité B2B où on fait rentrer de l'argent en accélérant des sociétés Web3 et on réinvestit de l'argent dans des artistes. On est à perte sur notre accompagnement aux artistes. Ça, aucune galerie peut se permettre ce modèle-là. Ils ont besoin de faire rentrer de l'argent et ils sont pas dédiés à accélérer leurs artistes, se plier en 4 pour eux. Ils sont plus à prendre les 50% et essayer de faire tourner la baraque, quoi. Après, malgré tout ce que tu dis, c'est qu'une activité à perte n'est pas viable à terme quand même. C'est-à-dire que là, tu peux te permettre de le faire parce que tu es en train de bootstrapper aussi un business, quoi. C'est viable à terme, c'est un peu du mécénat. Donc en fait, on fait assez d'argent pour réinvestir une portion dans l'accélération de projets artistiques. Donc on peut être à perte ad vitam aeternam, on a toujours notre activité qui nous permet d'exister. Oui, parce que juste pour parler, parce que votre activité, c'est vrai que vos productions, ce que vous vendez, finalement, c'est des collabs, c'est vous-même qui le produisez, quoi, finalement. Pas à 100%, on a vraiment une activité. Tu peux juste décrire un peu ce que vous faites, peut-être le dernier drop. Le studio, pour revenir un petit peu là-dessus, c'est le bras droit créa de Pirates Labs. Moi, je suis cofondateur de Pirates Labs et cofondateur de Lézard House. Lézard House, on a un modèle similaire à Pirates Labs, mais dédié pour les créateurs, n'importe quel type de créateur, que ce soit des designers, des artistes, des musiciens. Ce qu'on va faire, et on s'occupe, on n'a pas de limite. On a un artiste, Jean-Pierre Cassignol, artiste impressionniste, 65 ans, qui voulait faire sa collection de NFT. On a un artiste ukrainien qui fait une collaboration avec un artiste DOP de musique électronique. On va faire en sorte de relier la musique et l'œuvre d'art de l'artiste par une collection de NFT. Et on crée donc des modèles 3D, des expériences du VJing que tu as pu voir à NFC. Donc on les assiste niveau tech. Ensuite, on a aussi des projets, donc ça c'est l'accompagnement d'artistes, donc vraiment tout type d'artistes. Et ensuite, on a des projets qui sont issus du studio. Donc on va avoir au début un concept,
Ce concept-là, on en fait un POC, jusqu'à ce qu'on trouve ensuite un Creative Angel. C'est un terme qu'on a inventé pour parler de quelqu'un qui financerait un projet. Et donc, on a un document qui décrit le projet et l'ambition du projet. On permet au Creative Angel de financer à hauteur de 5, 10, 20 000 euros, de manière à amener ce projet à l'étape de MVP. Et ensuite, nous, on s'occupe de faire signer ce projet à des artistes. Plutôt là, on vise plutôt des artistes entre guillemets stars, qui vont permettre de faire en sorte que le projet soit viable et génère de l'argent. Parce que bien évidemment, notre philosophie aussi, c'est qu'on est assez décomplexé. On est un business. On est assez décomplexé sur la question on voit l'art comme étant des micro-sociétés. Alors ça brûle les oreilles de certains amateurs d'art qui se disent « Ah mais non, mais l'art c'est libre, non, c'est pas capitaliste, etc. » On va pas se mentir, aujourd'hui un artiste, comme tu le disais, il a besoin de manger. Un artiste, il a besoin de se concentrer sur la création. Nous, on est là pour que les artistes puissent se concentrer sur ce qu'ils savent faire, ce qu'ils ont envie de faire. Un artiste, c'est pas censé être un gars qui passe sa journée sur les réseaux sociaux à essayer de faire du marketing, etc. Il est censé être libre et il a besoin d'accompagnement pour pouvoir être libre. Donc nous, on est là pour leur mettre les équipes à disposition et les éduquer pour qu'ils puissent aussi un peu prendre le relais et être autonomes pour leur prochaine collection. Ouais, je voudrais réagir sur un truc, c'est que je pense qu'on oublie de parler d'un truc super intéressant qui est en train de se passer en ce moment, notamment grâce à ces outils de AI. C'est que on voit, et on va se parler franchement, ce monde de la blockchain et des NFT, il a du mal à pénétrer le monde de l'art traditionnel. Ça met du temps, on galère en fait, il y a des initiatives, mais ça reste encore laborieux, c'est difficile. Et je pense qu'une des raisons pourquoi c'est difficile, c'est justement le modèle économique qui est en train d'expliquer. Décidément, je suis mauvais avec les prénoms. Jacques. C'est Jacques, j'allais dire Paul à cause de Gaël, qui m'a. Mais c'est pas. Ça va être le jeu des prénoms aujourd'hui. Mais ce modèle économique, il est problématique parce que effectivement, un artiste accompli, il a besoin de gagner de l'argent. Il a un modèle économique avec le monde du generative art et l'AI. Nous, on le voit sur Uncut, les artistes qui déboulent. En fait, ils s'en foutent complètement de vendre leur art. En fait, ils le vendent d'ailleurs, ils le trouvent ça génial. Ils mettent un prix, mais très honnêtement, on a des œuvres qui sont véritablement des œuvres qui ont été créées. Et moi, je suis incapable de faire ce que ces gens-là font. On verra avec NC, par exemple, ce qu'il fait. Et ils se mettent à le vendre 15 balles, 20 balles, 5 balles. Certes, même des fois, c'est gratuit parce qu'ils veulent juste être en capacité à diffuser, à se faire connaître, etc. Et je pense que ce qui est très intéressant, c'est que c'est ces artistes-là qui ne se considèrent d'ailleurs, ça serait intéressant de poser la question à Kensi si lui-même se considère comme artiste, qui sont monsieur et madame tout le monde, qui tout d'un coup ont un outil absolument magique qui leur permet de manifester une forme de création de façon beaucoup plus spontanée, qui le mettent on-chain, qui le démocratisent et qui le libéralisent en disant ben voilà, vous pouvez faire l'acquisition de mon œuvre pour... j'en ai fait 100 copies et elles sont à $10 et vraiment, si vous en avez envie et tout le monde peut acheter $10. Nous, sur Uncut, je suis obligé de faire un peu la promo pour répondre à Eleonore parce qu'elle a absolument raison. C'est compliqué aujourd'hui le monde du Web3 parce qu'on l'a compliqué, parce que c'est compliqué par définition. Mais sur Uncut, tu peux acheter avec une carte bleue. Tu n'as même pas besoin d'un wallet. Si tu n'as pas de wallet, Uncut va te fabriquer un wallet automatiquement et déposer ton asset dans ton wallet sans que tu t'en rendes compte. On a plein de gens qui achètent de l'art en fait sur Uncut sans se rendre compte qu'ils achètent un NFT ou sans avoir besoin d'un wallet. Donc j'aimerais bien qu'on parle aussi de ce mouvement-là qui sont il y a aujourd'hui un vrai phénomène de gens qui s'approprient et qui ne se considèrent pas comme artistes, qui sont juste créatifs et qui ne sont pas forcément artistes, mais qui risquent de le devenir. C'est ça qui est intéressant. Et qui, eux, s'embarrassent pas du tout du modèle économique. Est-ce que c'est le fait de vendre cher qui fait l'artiste ? C'est une vraie question. Eh ben, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est un frein pour que les vrais artistes viennent dans le monde parce qu'ils se disent, ok, mais moi, mon œuvre, elle vaut beaucoup d'argent, je suis pas certain de la vendre de façon digitale, et comment est-ce que ça va télescoper mon modèle économique traditionnel qui, certes, ne me nourrit pas super bien, mais qui en tout cas existe.
et qui n'est pas nouveau et que j'ai l'impression de maîtriser mieux que d'autres modèles économiques qui sont plus modernes et un peu plus comment dire, originaux. Et surtout, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est la plupart des artistes contemporains, on va dire, traditionnels, contemporains, sont dans ce système de je travaille avec une galerie, les artistes qui en vivent en tout cas. Et les galeries ne sont pas du tout prêtes, notamment pour des raisons techniques et de mauvaise et de non-compréhension du Web3 à entrer là-dedans. Par rapport à ce que tu disais aussi, c'est vrai que le marché de l'art se fonde sur la rareté. Alors, comment ça se passe quand les œuvres deviennent hyper accessibles par rapport à la construction même du marché de l'art? Vraie question, c'est peut-être aussi pour ça que le marché de l'art traditionnel et le marché de l'art crypto, pour l'instant, sont assez imperméables. Et pour moi, une autre raison qui freine les collectionneurs et collectionneuses d'art contemporain d'acheter de l'art numérique, d'acheter de l'art crypto, on en parlait hier, c'est qu'ils me disent « Ok, mais comment je le montre ? Comment je montre à mes amis dans mon salon que j'ai une superbe œuvre de crypto-art ?» Alors, il y a des solutions qui existent, mais c'est pas évident. Donc, l'art comme signe extérieur de richesse, hein, pour le dire un peu abruptement, mais qui est aussi une des raisons pour lesquelles on achète des œuvres, au-delà de l'émotion qu'elles peuvent procurer et du soutien à l'artiste, etc. Mais il y a aussi beaucoup de gros collectionneurs et collectionneuses qui achètent pour ça, pour être fiers de montrer et de partager ce qu'ils ont acheté. Et qui ne sont pas digital natives et qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas à l'aise et qui n'ont pas l'habitude de montrer leur wallet, eh ben, me disent ok, je l'achète, and so what? À quoi ça sert de l'acheter en plus si tout le monde peut le voir n'importe où sur Internet? Ouais. Et ben ça, c'est assez passionnant et c'est vrai que la métaphore du pont qu'il y a entre le marché de l'art tradi et le marché de l'art digital et la vente de NFT, je suis convaincu que là, on est en train d'assister à, en fait, c'est le marché de l'art tradi qui entame la partie du pont, le marché de l'art digital qui prend l'autre bord du pont, et en fait, ils vont venir clore ce pont et vraiment relier ces deux mondes. Et je pense que c'est la responsabilité des galeries d'art traditionnelles que de se mettre au NFT et d'éduquer leurs collectionneurs. C'est la responsabilité des artistes que d'éduquer leurs collectionneurs, que d'éduquer leurs galeristes aussi, s'ils en ont éventuellement. Et donc je pense vraiment que c'est de la responsabilité de tout le monde de faire un pas vers l'autre. Voilà. Mais alors du coup, question, puis on va revenir un peu sur ton sujet, Carlos, parce que c'est intéressant aussi, mais est-ce que vraiment on a besoin des collectionneurs traditionnels? Bonne question. Ben, besoin non, mais moi j'ai envie de... Je connais beaucoup de gens qui collectionnent de l'art contemporain ou de l'art plus ancien, et j'ai envie de leur partager les émotions que je peux avoir à la découverte de certains artistes crypto, et c'est quand même des gens qui aiment l'art, donc c'est dommage de ne pas les éduquer et les amener vers ça. C'est vrai que moi j'avais un peu... On a besoin, mais c'est pour eux. C'est comme les gens qui n'aiment pas le vin, tu as envie de leur dire, mais c'est goûte. Non mais voilà, c'est ça, mais d'un autre côté, tu auras toujours des gens qui n'aiment pas le vin, tu auras toujours des gens d'ailleurs qui sont insensibles à l'art, enfin pas insensibles à l'art, personne n'est insensible, mais en tout cas qui ne sont pas collectionneurs d'art, et je pense que l'extrême grande majorité du monde n'est pas collectionneur d'art. Et c'est dommage. Non, mais, faut changer le monde. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Et moi, c'est vrai que c'est ma théorie là-dessus, je pense que le shift générationnel va faire que dans 10 ans, tu auras 10 000 fois plus de collectionneurs d'art numérique que d'art traditionnel, qui seront peut-être tout simplement une nouvelle... Enfin, c'est juste le shift générationnel qui aura opéré. Et peut-être qu'à fortiori, c'est cette loi du nombre qui va d'ailleurs ramener ensuite des gens, des collectionneurs traditionnels à se dire, bon, bah, vu que tout le monde commence à collectionner, peut-être que je vais m'y mettre aussi. Ok, mais ça sert aussi une forme de légitimation du crypto-art. Le fait qu'aujourd'hui, il y a des œuvres au Centre Pompidou, c'est une institution pas vieille, mais traditionnelle. Mais les institutions... Et ça valide quelque chose. Le jour où on apprend qu'il y a des œuvres de crypto-art qui sont entrées dans les collections de Pinault ou de Bernard Arnault, ou d'un autre gros collectionneur ou une collectionneuse importante, et ben ça raconte quelque chose aussi. Ça aide tout le mouvement et tous les artistes. Mais comme dans tous les
dans tous les shifts, on va dire, dans tous les mouvements, on voit que certains, des traditionnels vont bouger très vite, des acteurs natifs sont en train de devenir peut-être les nouveaux Pinot ou Arnaud. Enfin, moi, je pense qu'un Kosomo ou peut-être un Punk 65 sont déjà peut-être des nouveaux grands curateurs ou des nouveaux collectionneurs. Et puis, dans le monde traditionnel, certains ont bougé. Tu parles du Centre Pompidou, voilà, le British Museum, même si il y a du mouvement qui a lieu, ou aux États-Unis, voilà, le musée d'Orsay qui est en train de faire des choses. Les maisons d'enchères que tu connais bien, malgré tout, Christie's et Sotheby's ont des armées déjà dédiées aux NFT. C'est quand même aussi des autorités de validation extrêmement importantes. Même au niveau de, je pense que pareil, au niveau des grandes galeries, certaines sont armées aussi pour se frotter au monde des NFT. Donc, oui, mais ces gens-là, il faut comprendre qu'on est dans un bear market aujourd'hui. Et dans un bear market, il y a une règle physique qu'il ne faut absolument pas oublier. C'est que quand on est dans un bear market, ça ne sert à rien d'essayer d'évangéliser les foules parce qu'on est dans un bear market. Et c'est là où on est aujourd'hui. Donc, dans un bear market, il faut se concentrer sur ceux qui sont déjà évangélisés. Ces gens-là dont vous parlez, ce sont des institutions merveilleuses qui ne prendront jamais aucun risque et qui ne font que follower des trends. J'aime bien cette image que Jacques a des deux parties du pont. Il y en a un qui va moins vite d'un côté que de l'autre, quoi. Ça c'est évident. Et donc, voilà, moi, j'ai pas envie de construire un modèle économique pour un monde qui est en train de crever. Pour moi, à mon sens, c'est-à-dire qu'il n'a absolument, si on se projette à l'avenir, je pense qu'on va vers plus de digital. Personne ne peut dire qu'on va vers moins de digital. Quand on dit oui, j'ai envie de montrer mon œuvre dans la vie réelle, la vie réelle, aujourd'hui, on passe 11 heures de notre temps online. C'est-à-dire que le t-shirt, c'est un peu comme le t-shirt. Le t-shirt que je porte, finalement, il ne sert strictement plus à rien puisque personne ne le voit. Avant, un t-shirt, c'était un message que j'envoyais au monde. Il y avait peut-être fuck you dessus, qu'en fait, ça voulait dire quelque chose. C'est pas parce qu'il était plus chaud, parce qu'il y avait marqué fuck you dessus. C'est que j'avais envie de dire au monde quelque chose. Aujourd'hui, on n'est plus dans la vie réelle. On passe le plus clair de notre temps online et on a besoin d'outils pour manifester parce que l'art est politique. On a besoin de manifester, en fait, des messages. Et je pense que cet art digital est une façon de nous projeter online et de déclarer quelque chose et de montrer ces choses-là, que ce soit effectivement en remplaçant son avatar sur Twitter ou dans les médias sociaux avec ces formes d'art. C'est notre nouveau t-shirt. Moi, ce qui m'intéresse et que je trouve très intéressant dans ce que dit, et John le disait un petit peu, c'est que je vois aujourd'hui des gens qui deviennent collectionneurs, qui n'étaient pas du tout collectionneurs d'art traditionnel, mais que parce que cet art crypto devient ultra disponible et qu'il y en a profusion, qu'il n'est pas cher, se mettent à collectionner. Moi, j'ai des gens sur Uncut qui viennent me dire « mais j'ai une collection de 400 assets, c'est dingue, je n'avais jamais collectionné d'art auparavant ». Et est-ce qu'ils ne sont pas des collectionneurs ? Moi, je considère qu'ils le sont de façon tout à fait légitime. Ils ont leur propre curation. Elle n'est peut-être pas... leur objectif n'est pas de gagner de l'argent, mais je le rappelle, la blockchain n'a pas été créée pour devenir riche. Je pense que tu as raison, Carlos. Après, ce que dit Lucie Léonard est intéressant quand même, la notion d'autorité. C'est-à-dire que on le voit d'ailleurs avec les artistes digitaux, ils n'ont pas besoin de Sotheby's et Christie's, mais dès qu'ils tapent à leur porte pour faire une vente, ils disent oui. Bien sûr. C'est pareil, si demain, en effet, tel musée ou telle galerie vient te voir en te disant on te propose de le faire, tu vas dire oui parce que c'est à la fois de l'ego, de la fame et malgré tout une validation. Donc c'est pour ça qu'elles ont des gens qui sont centenaires vont jouer un rôle malgré tout à un moment T dans cette histoire. Ouais, moi je pense aussi que... Mais c'est très peu de personnes qui vont avoir accès à ça, c'est ça que je veux dire. Oui. On est dans une long tail, quoi, en fait. Je pense aussi que ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir pour concilier les deux mondes, on va aussi avoir des artistes digitaux qui vont se poser la question de comment, en fait, ce qui est très dur à comprendre pour un artiste traditionnel, c'est une œuvre à 100 000 $ dans ton wallet. Ça, les gens, ils peuvent pas comprendre. Pourquoi ? Parce que l'art, pour un amateur d'art, c'est une sculpture, on tourne autour, c'est des reflets de lumière, c'est de la matière, c'est des émotions, c'est dans son salon, on se pose devant, on médite, enfin c'est tout ça. L'œuvre d'art dans son wallet, c'est délirant.
Donc je pense que vraiment, il va y avoir, et c'est déjà en train de se passer, un questionnement sur comment on l'expose, comme tu l'as dit, très important, comment on rassemble les gens autour, comment on fait du digital to physical, en offrant des prints, par exemple, ce qui est très important pour certains artistes, pour certains collectionneurs, de vraiment commander un print, avec bien évidemment un certificat, donc relié au NFT, ce qui est une question en soi. Et du coup, je pense qu'il va y avoir cette démarche de rendre l'art digital, de donner une dimension physique à l'art digital. Ça va vraiment être un travail pour les artistes. Alors là, vas-y, Lucie-Léonard. Est-ce que c'est pas du nivellement par le bas ? Est-ce que c'est pas... Non, mais c'est vrai. Est-ce que c'est pas du nivellement par le bas ? Est-ce que il faut pas garder à l'œuvre numérique son aura d'œuvre numérique et de dire qu'une vidéo, d'en faire un print, c'est sacrilège. Est-ce qu'il vaut pas mieux, c'est pas si facile, hein, mais est-ce qu'il vaut pas mieux essayer d'éduquer encore une fois les collectionneurs et les collectionneuses pour leur dire, bah non, je n'imprime pas parce que mon œuvre, elle a été conçue comme une œuvre numérique. Oui, mais pourquoi c'est pas forcément tout blanc tout noir ? Il y a un collectionneur qui veut son NFT en énorme dans son salon, why not ? Il faut juste que l'artiste puisse lui permettre de l'avoir. Et pour ce qui est vidéo ou expérientiel, que ce soit des expériences en réalité virtuelle, que ce soit des expériences en projeté, les expériences digitales, il faut créer comme on l'a très bien vu à la NFC, c'était absolument merveilleux. Mettre de l'art, mettre des personnes à l'intérieur de l'art pour que l'art digital soit en soi une expérience et pas seulement un asset numérique. Et ça, je pense que c'est important. Il y a vraiment encore un long chemin jusqu'à ce que l'œuvre d'art... Mais là, tu gardes sa forme numérique, tu vois. Je ne dis pas on peut garder la forme numérique et se poser la question de comment avoir un impact physique de par cette œuvre d'art numérique. Mais je pense aussi qu'il faut se poser la question d'avoir un process où le process créatif est numérique, mais a une finalité physique. Et voilà. Ouais. Et du coup... Je pense que plus que la physicalité, ce qui est recherché par l'artiste, c'est la réaction. Et je pense que ça manque encore énormément. C'est-à-dire que plus que d'être présent dans le monde physique, ce que l'artiste, et je pense c'est ce qu'il cherche, c'est qu'il y ait des commentaires. C'est-à-dire que sur le NFT, on puisse engager une conversation. Et là, ça prouve déjà qu'il y a une forme de réalité en fait à son œuvre. Le problème aujourd'hui, c'est comme tu dis, Jacques, ton œuvre, elle est dans le wallet, il se passe rien, personne ne voit dans le wallet, il n'y a pas de vie autour de ça. Quand tu cherches cette physicalité dont tu parles, c'est que tu cherches un événement social autour de l'œuvre, ouais. Une conversation. Et je pense que cet événement social, on peut le créer online. Quand tu vas sur Uncut, tu regardes un NFT, il y a un bloc de conversation associé à ce NFT où les gens peuvent poser des questions à l'artiste ou à d'autres et engager cette conversation comme on pourrait l'avoir si on se retrouvait dans le monde physique autour du tableau. Je pense qu'on peut arriver à ce que dit Éléonore sans avoir à traduire, parce que c'est une forme oui, on travestit un petit peu l'œuvre si on la rend physique, à créer cet élément social. Non, mais très bien. Non, mais c'est une bonne discussion, mais je pense qu'en effet, cette notion du lien ou de la physicalité, elle va se poser pour certains collectionneurs. Ensuite, malgré tout, la notion, moi, c'est un peu un de mes dadas sur les événements, en effet, comment incarner, comment matérialiser, comment jouer avec cette matière. C'est vrai qu'il y a quelque chose quand même qui est fort avec le numérique, c'est qu'il n'a pas été pensé. T'es pas en train d'acheter un canevas 4x3, 2x2 format, je sais pas comment. Il n'y a pas de centimètre prédéfini sur la manière dont tu vas exposer ton format numérique. Donc, tu peux l'afficher sur du géant comme sur une montre. Et du coup, il y a un travail derrière d'interprétation de l'artiste, de ce qu'a fait l'artiste pour pouvoir le rematérialiser dans le monde physique et d'ailleurs dans le métaverse. D'ailleurs, ce qu'on a fait aussi avec NFC, on a créé un métaverse d'exposition où tu peux revivre les expériences qu'on a créées du coup. Et donc les gens peuvent être en immersion demain en VR pour pouvoir revivre justement certaines des œuvres parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen de les vivre. Mais donc en tout cas c'est un sujet qui est super intéressant. Mais du coup aussi ce que tu disais Carlos au début sur le côté, ces artistes. Ces néo-artistes d'intelligence qui jouent avec un outil et qui eux-mêmes se considèrent peut-être pas comme artistes, est-ce que c'est pas juste un peu aussi la suite de l'histoire de l'art
ça veut dire que on est quand même. Enfin, moi, j'ai le sentiment que la notion conceptuelle a commencé à apparaître de manière de plus en plus importante dans l'art contemporain. On a commencé à déjà, il y a une forte d'abstraction vis-à-vis de la matière qui a commencé à apparaître et qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup d'œuvres, je ne vais pas parler d'une banane sur un mur ou autre, sont plutôt liées à l'intention, au storytelling, qu'à la technique utilisée pour pouvoir la réaliser. Est-ce que finalement, c'est pas juste des nouveaux artistes? Je sais pas ce que tu en penses, peut-être Carlos, toi. Ah ben moi, je crois absolument que ce sont des nouveaux artistes. Je parlais avec un artiste AI, qui lui d'ailleurs même ne se qualifie pas encore comme artiste, comme tu dis, c'est un peu un néo-artiste. Il me disait un truc super intéressant. Il me disait, en fait, j'ai l'impression de sculpter avec un algorithme. C'est-à-dire qu'il y a une matière intelligente qui est là, et je sculpte de façon algorithmique quelque chose. J'obtiens pas toujours ce que je veux, donc je recommence. Dans ce processus créatif, il y a cette notion, mais l'outil qu'ils utilisent, il est algorithmique, il est à base de prompts, il lutte avec, comme un sculpteur lutterait avec de la matière, il lutte aussi avec ces plateformes, ces IA. L'autre jour, il me disait, par exemple, j'ai un vrai problème, c'est que moi, je veux montrer une femme nue avec ses seins découverts, et j'arrive pas. Les outils de IA actuels sont politiquement orientés et ne me permettent pas de créer ça. Donc, je suis obligé d'aller récupérer ce truc-là et d'aller retravailler en fait ce truc-là pour montrer ce que j'ai envie de montrer, par exemple. Justement, je pense que là, c'est important, justement, quand on parle d'art fait avec des algorithmes d'intelligence artificielle, de vraiment faire la différence entre les artistes qui vont utiliser des Midjourney, DALL-E, etc., où là, finalement, ils ne maîtrisent absolument pas la banque de données et la database sur laquelle les algorithmes sont entraînés, et les artistes AI qui, moi, me touchent beaucoup plus, qui, eux, fabriquent ou sélectionnent leur banque d'images ou leur database et font travailler leurs algorithmes, ou alors des algorithmes open source, sur ces banques d'images. Et donc, ils maîtrisent le résultat. Et donc, l'artiste que tu as qui a un problème à créer du nu avec un prompt, il pourrait y arriver sans aucun problème s'il faisait travailler un algorithme d'intelligence artificielle sur sa propre database. Et donc, je vous invite d'ailleurs à aller voir scenario.com, qui est exactement ça, qui est un outil d'IA à base de Stable Diffusion, à la différence près que le set d'images que vous utilisez pour générer votre art, c'est vous qui le contrôlez. Donc allez sur scenario.com, vous entraînez votre modèle, vous lui donnez des images à vous qui sont orientées selon votre direction artistique, et lui ne va générer de l'art qu'à partir en fait de ce set d'images que vous avez créé. Et pour moi, c'est fondamental. Je pense qu'il faut éduquer. Ouais. Au début, là, on a eu accès à... C'est un outil plus difficile. Hein. Moi, je ne serais pas aussi tranché là-dessus. Justement, le plus difficile, là, pour moi, c'est vraiment quelque chose, et on se bat tous les jours, et c'est comme ça qu'on fait notre curation. Le plus difficile, un artiste ne doit pas foncer vers la facilité. Il doit justement se peaufiner une technique et explorer des nouveaux horizons et transpirer. Moi, je ne serais pas aussi radical là-dessus. Je pense que tu peux avoir du travail. Alors, évidemment, moi, je respecte énormément et je collectionne beaucoup à titre personnel des artistes AI, OG, justement, qui ont travaillé sur des algorithmes et sur leur propre apprentissage, qui ont fait leur propre machine learning. Et c'est intéressant. Maintenant, des nouveaux artistes qui travaillent sur Midjourney et qui n'ont peut-être pas fait le training, c'est aussi un outil, c'est aussi des contraintes, c'est aussi des manières de bosser. Et de toute façon, si tu veux, c'est l'histoire et le marché qui va... À un moment donné, de toute façon, si ce que tu sors ressemble à ce qui a toujours été fait, eh bien, de toute façon, tu seras pas accompli et tu n'auras pas de collectionneur. Par contre, si tu arrives à sortir de Midjourney et utiliser cette contrainte pour en faire quelque chose qui va justement sublimer l'art et le rendre cohérent et faire que malgré tout, pour une raison X, eh ben en un clin d'œil, parce que c'est ça être un artiste, c'est qu'en un clin d'œil, tu vois ça, tu te dis, ah bah oui, tac, c'est du Van Gogh, c'est un Picasso ou c'est un Beeple, quoi, par exemple. Mon point de vue, c'est que si c'est intégré, si ce prompt est intégré à un process créatif plus large, oui, autrement, je suis encore imperméable
au prompt résultat œuvre d'art. Je pense que on va voir. Je pense que ça va évoluer parce que, moi j'avais Il y a une vision très romantique de l'artiste, je trouve. Je pense que c'est, je suis pas certain qu'il y ait le bon AI et le mauvais AI, quoi. Mais c'est une question de fond. Mais du coup, alors, on a ouvert plein de questions sur le monde et on a presque lancé un autre débat sur l'AI. Qui est un monde assez, encore tout un univers, et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Je vois quand même que le temps court, donc je voulais simplement peut-être, Gaël, je sais que tu voulais dire une dernière chose, et après on va conclure. Non, c'est bon. Non, si, je disais d'ailleurs je voulais rebondir pour l'artiste qui fait de l'IA et qui a du mal à produire. Moi, je dessine la femme seins nus sans problème. Je veux dire, c'est... Voilà, c'est ça. Non, je veux dire, moi, je me sers de l'IA, par exemple, je travaille pour un média crypto. Je fais du dessin éditorial, de presse, quoi. Voilà, assez simpliste, truc qui ressemble beaucoup à ce qui se fait dans un simple journal comme Le Monde ou d'autres. Mais je me sers aussi de l'IA pour générer des bases de données pour les rédacteurs. Ils sont très nombreux, il y a de nombreux sujets. Et ça permet de créer des vrais DA pour ce média, par exemple, ce que je fais comme travail. Donc, en tant qu'artiste, je pense qu'il faut savoir jongler, il faut savoir utiliser les choses au bon moment, à son avantage. Aussi, il faut être à l'aise. Voilà, l'apprentissage, c'est bien, mais il faut surtout se sentir à l'aise en tant qu'artiste pour être vraiment épanoui et pas que ce soit une plaie à chaque fois de produire. Alors du coup, ça tombe bien, Gaël, aussi, que tu parles de ça et que tu as introduit ce sujet aussi, Carlos, à ton niveau, parce que tu l'as dit, tu es aussi toi-même dans le virtuel avec un artiste de ta résidence. Et donc, je crois qu'aussi, du coup... Il est là. Il est là. Donc peut-être tu peux l'introduire et qu'il peut partager aussi son témoignage. Ouais, je vais faire son intro. Alors, je le connais pas du tout. Je l'ai découvert il y a quelques semaines. Il a rejoint ce bootcamp qu'on a créé avec Uncut. Et moi, j'étais stupéfait. J'ai découvert sa création. Il a lancé une collection sur Uncut. Il fait aussi sa promotion sur Twitter. Il s'appelle Kensi. Je suppose qu'on va voir certaines de ses œuvres. Alors, je ne pense pas qu'il parle français ou très très mal, il m'a dit. Donc, we're going to switch to English, but I'll let Kensi explain a little bit, his process and who he is and where he's coming from. Kensi, are you here? Yes. Salut, all right. NFT Biarritz. So, hey, give some applause to Kensi. Come on. Hello, everyone. So I'm honored to be here and to present you my work about digital identity. So I'm Digital Kensi. I'm a digital artist based in Switzerland. And the pieces I'm presenting today, I wanted to explore the interplay of contrast and connections between the two realms. The title of this collection is called Portraits of Digital Self. In short, I will say I see us as a bridge between the two digital and physical realm. And I try to capture this essence in my work by putting elements such as glitched pixels, code, physical things like motherboards, circuits, semiconductors, and combine them with human portraits, right? So these elements symbolize this kind of digital and physical aspect, and combined they are our digital existence. So in the process... This one is mine. One is mine. I bought it. Hey, congrats. I generated hundreds of images for this project. So some of them are figurative and others are more abstract. If you look at the collection, for example, number 49 on Uncut, it shows a silhouette of a human engraved on a motherboard. So, I try to recreate this kind of images with all kinds of races, different genders like female and male, and some are
abstract. They do not fit into none of these previous categories, so it's pretty amazing if you go through them. When I selected them and went pretty fast through them, it became like kind of an animation, right? So if you put them like in 1 minute, all 200 pieces, it's kind of a morphing animations. So a bit about the creation process. These visuals were created with Midjourney, generative AI tool, where I defined the parameters and inputs to generate these images. So hereby I used the blend option that I learned during our Uncut bootcamp, a lesson that we had with gprompt. And I fell in love with it. So I used it to layer all these kind of things together. So I used images of glitched pixels, and I picked images of semiconductors, and then I used the blend option to merge them all together to one piece. And I think this is a thing that I repeated over and over again until I got the desired outcome in the end. And I think it's a selection of 50 pieces that I uploaded on Uncut. And as you folks already discussed, I'm planning on continue polishing my style, so try to feed different machine learning tools and transforming the output also on Procreate, and maybe in a next step also start to animate this kind of things, right? Yeah. Cool. And last but not least, I want to thank Carlos and Alex and the whole Uncut team for this amazing bootcamp. I think it was a great opportunity to learn new things, explore these new artistic possibilities. I think of generative art, AI art, like another medium that you can combine with existing ones. You don't have to use an art style that is already from someone else. So, as Carlos said, if you feed your own style and your own imagery, then you can generate with prompts all this kind of things with your own style. So, yeah, it was great. What I think is very interesting is art is about emotion. And the first time I discovered the collection from Kenzie, I had a real emotional moment. I was like, wow. And I really like it. And the fact that the art wasn't very expensive, I don't know how much do you sell, each pieces. It's about, some of them are $3, Yeah. And I really wanted, because it was very accessible. I was like, okay, I'm gonna collect everything. And I really wanted to create a collection of my own, out of that, and also engage a conversation, with Kenzie and be able to understand a little bit more why this art, because I really consider that as art is impacting me, why is it creating this emotion to me? And then we started to have a conversation on Uncut, together, and it was fascinating, to understand, a little bit that, and other people, started to join. And I think also you now have some sort of a community around, this work. Yeah, I sold some, on Uncut. And what you said also, it's something that you don't have on other NFT platforms. So I think on other NFT platforms, the socialized part is a bit off. So I think the buying of the piece and also the button that starts a direct communication with the buyer, between the buyer and the seller, it generates a discussion that can go on, and it's pretty nice for socializing, and maybe also to get like, how did you do that? Get insights in form of goodies if they buy your stuff, and I found this amazing, and I'm looking forward to the next one. Kenzie, I have a question for you. You're not doing that full time. Do you consider yourself as an artist, or what is your daily job?
I'm a DevOps engineer, so I worked as an IT guy for also a Silicon Valley company, but in the past I have an art degree, so I paint and I draw on a traditional way, and I started many years ago to paint on this kind of digital tools, Photoshop, Procreate, and I think the whole AI fascinated me. So how you can turn something from scratch or feed your own stuff, because I also try to feed my own things. So I think this will be maybe for next collections that I will feed my own paints and drawings and mix them together like kind of a digital collage, and try that this machine learning stuff learns and creates own pieces just with prompting, right? I think this is awesome. This is very interesting, and the fun thing is I'm still starting. So until the boot camp, I was just playing around, and this was like the first time I got like we have a topic, and we want you to do something like what is digital identity, and I think the process is what amazes me, right? It's something that is not ending, so it's gonna be mixed with so different medias, and I think it's something that is here to stay, right? So I think definitely, but you have to use it well, like everything. So if you think back how Photoshop revolutionized the world when we only had this traditional media, right? I look at it like the same way, or photography, right? So this whole AI and generative art, it's something that if it's well done, it has its purpose to remain and to be important, right? No, it's good. Thank you so much, Kenzie. Yeah, thank you, Kenzie. It's awesome, and as it's the beginning of the journey, maybe next year at NFT Biarritz, you will have chance to see how your work has changed, and so thank you for being with us. And I will polish my French until then, so I didn't speak for the last 10 years, so I wanted to to spare you that. So so to start your training, I will switch back to French, and thank you again, because now we are over time. You're welcome. You're welcome. Thank you very much. Merci beaucoup. Écoutez, du coup, je crois qu'on est hors délai sur le hors délai, donc je pense que là, c'était un plaisir en tout cas d'échanger avec vous tous et toutes, et comment dire, on a ouvert beaucoup de portes qu'on va pas fermer tout de suite. Je pense qu'on aura l'occasion de continuer à en discuter juste après le closing. Je voulais vraiment tous vous remercier, et je crois qu'on va pouvoir tout simplement terminer ensemble cet événement NFT Biarritz, car si je ne me trompe pas, on va avoir Franck et Damien qui vont pas tarder à arriver sur scène pour la clôture. Et ouais, est-ce qu'on les voit, les frères Dupont? Écoutez, très bien. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde, et puis... Bye bye. Ciao Carlos. Ah, Franck. Salut. On peut l'applaudir. Attendez, Franck, on l'applaudit. Wouh! The stage is yours. Merci John, merci Carlos qui était là. Donc en effet, il va y avoir une petite cérémonie de clôture, et on a besoin de 5 minutes parce qu'on est en train de vous préparer une petite surprise pour cette cérémonie. Ouais. Donc on va vous mettre une petite musique d'ambiance, et puis comme ça va permettre aussi un peu aux gens de les ramener à l'auditorium, parce qu'ils sont encore en train de boire un petit peu de bière et de cocktails. Donc on se retrouve dans 5 minutes, posez-vous et profitez de la musique, et on se retrouve très 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 vite. À tout de suite.